Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une conférence intitulée La maladie ulcéreuse gastro-duodénale. C'est un cours que vous avez déjà reçu quand vous étiez en 4e année, et là c'est dans le cadre de la préparation de votre concours d'accès au résidenat, et je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance. Quels sont les objectifs de ce cours? Les objectifs sont les suivants. D'abord, connaître les principes physiopathologiques de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, connaître les moyens du diagnostic de cette maladie, et enfin connaître les principes du traitement et les moyens du traitement médical, bien sûr. C'est quoi l'ulcère ou la maladie ulcéreuse gastro-duodénale? L'ulcère gastro-duodénal, comme vous le savez déjà, se définit comme une perte de substance de la paroi gastrique ou duodénale. Cette perte de substance atteint en profondeur la musculeuse et repose sur un socle scléro-inflammatoire. Ceci est à différencier des lésions aiguës gastro-duodénales. Comme vous le savez, l'ulcère gastro-duodénal ou maladie ulcéreuse gastro-duodénale est une affection chronique qui évolue spontanément par poussée entrecoupée de rémission. Ces périodes de rémission peuvent parfois durer assez longtemps. Cette évolution peut être émaillée de différentes complications. Les principales complications sont l'hémorragie digestive, l'occlusion, la perforation et la cancérisation dans le cas de l'ulcère gastrique. Par le passé, l'ulcère gastro-duodénal représentait un problème de santé publique du fait de sa fréquence, de son coût et de sa morbidité. Mais cette notion a changé depuis la découverte du rôle d'Helicobacter pylori, qui est une bactérie, donc Helicobacter pylori, de son rôle dans la pathogénie de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Et depuis cette découverte, et grâce au traitement d'éradication d'Helicobacter pylori, eh bien, la fréquence de cette maladie a considérablement diminué. Donc, comme je l'ai déjà dit, la perte de substance, le cratère ulcéreux s'étend en profondeur jusqu'à la musculeuse. Quelques notions d'épidémiologie. D'abord, il faut savoir que l'ulcère duodénal est 2 à 3 fois plus fréquent que l'ulcère gastrique. Pour ce qui est du sexe ratio, concernant l'ulcère gastrique, il est autant fréquent chez l'homme que chez la femme, donc le sexe ratio est égal à 1. Pour ce qui est de l'ulcère duodénal,
le sexe ratio est de 2 à 3 hommes pour une femme. Donc l'ulcère duodénal est beaucoup plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Pour ce qui est de l'âge, l'ulcère duodénal est une affection de l'adulte jeune. Quant à l'ulcère gastrique, il est rare avant 40 ans. On peut avoir une association entre ulcère gastrique et ulcère duodénal, mais qui n'est pas très fréquente. Concernant la physiopathologie, il faut savoir tout d'abord que cette physiopathologie est multifactorielle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans la pathogénie ou dans la physiopathologie de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Donc, c'est une physiopathologie qui est multifactorielle. Toutefois, le rôle de la sécrétion chlorhydropeptique reste prédominant. Le deuxième facteur qui est prédominant, c'est le rôle d'Helicobacter pylori. Concernant la sécrétion chlorhydropeptique, elle fait partie de ce qu'on appelle les facteurs d'agression de la muqueuse gastro-duodénale. Et vous savez que chez le sujet normal, il y a un équilibre entre les facteurs de défense qui sont principalement représentés par la muqueuse, par la barrière muqueuse gastro-duodénale et les facteurs d'agression. Donc chez le sujet normal, il y a un équilibre entre les facteurs de défense et les facteurs d'agression. Lorsque cet équilibre est rompu, lorsqu'il y a un déséquilibre entre ces deux facteurs, eh bien, il y a les conditions nécessaires à l'apparition d'un ulcère gastro-duodénal. Quels sont les facteurs de défense? Les facteurs de défense qui ont pour rôle de lutter contre la rétrodiffusion des ions H+ à travers la muqueuse gastro-duodénale. Comme vous le savez, ces facteurs de défense sont principalement le mucus qui ralentit les ions H+, le mucus qui assure, qui intervient dans la barrière muqueuse gastro-duodénale et qui assure si vous voulez, une première ligne de défense. C'est une protection, si on peut dire, mécanique. Il y a le mucus, il y a les bicarbonates qui vont neutraliser les ions H+. Il y a en troisième position le flux sanguin pariétal qui apporte l'oxygène et les bicarbonates. Il y a le rôle du renouvellement cellulaire et le rôle des prostaglandines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'ulcère sans ions H+. Donc les facteurs d'agression, comme on vient de le dire, c'est bien sûr la sécrétion chlorhydropeptique. Alors, ce n'est pas forcément une hypersécrétion chlorhydropeptique. La sécrétion d'ion H+ peut être élevée, comme à peu près dans 30% des cas d'ulcère duodénal. Elle peut être normale ou diminuée. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il faut qu'il y ait des ions H+ sécrétés dans la cavité gastrique. Donc il faut qu'il y ait une sécrétion chlorhydropeptique, quel que soit son niveau. Donc, parmi les facteurs d'agression, vous avez la sécrétion chlorhydropeptique, et puis il y a les autres facteurs étiologiques
principalement, vous avez l'Helicobacter pylori. Et là, le rôle de l'Helicobacter pylori dans la physiopathologie n'est plus à démontrer. Les preuves sont multiples. D'abord, la fréquence de l'Helicobacter pylori dans l'ulcère duodénal et dans l'ulcère gastrique, et également un argument en faveur du rôle de l'Helicobacter pylori dans la pathogénie de l'ulcère, c'est la diminution considérable du taux de récidive de cette pathologie au bout d'une année. Comme on le sait, la maladie ulcéreuse gastro-duodénale est caractérisée par sa récidive. Nous avons dit que c'est une maladie qui évolue par poussée. Et le taux de récidive au bout d'une année est à peu près approximativement évalué à 60%. Eh bien, lorsque l'éradication d'Helicobacter pylori est obtenue, ce taux de récidive diminue à environ 5%. Parmi les autres facteurs étiologiques, eh bien, comme vous le savez déjà, on cite les AINS, l'ischémie, l'hypoxie, le tabac qui est un facteur favorisant, et d'autres facteurs. Parmi les autres facteurs, il y a bien sûr le facteur familial, le facteur génétique. Donc vous avez sur ce schéma, vous avez d'un côté les facteurs d'agression et de l'autre côté les facteurs de défense. Et lorsqu'il y a une rupture de l'équilibre entre les facteurs d'agression et les facteurs de défense, eh bien il se crée les facteurs favorisants, ou il se crée une situation qui va favoriser l'apparition de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Sur les deux diapos qui sont passés précédemment, bien, on résume les différents facteurs qui interviennent dans la physiopathologie. Alors, comme vous l'avez remarqué, j'ai insisté sur le rôle d'Helicobacter pylori. Qu'est-ce que c'est qu'Helicobacter pylori? Bien, c'est une bactérie spiralée gram-négatif qui est caractérisée par une forte activité uréasique, c'est-à-dire cette activité uréasique qui permet la transformation de l'urée en ammoniac et en CO2. Le seul réservoir, c'est l'homme. La transmission de cette bactérie, cette Helicobacter pylori, se fait soit par voie orale ou par voie féco-orale. Comme je l'ai déjà dit, la prévalence de cette bactérie est de 98 à 100%, ou du moins sous le climat, elle est de 98 à 100% dans l'ulcère duodénal et de 70 à 80% dans l'ulcère gastrique. Ceci est un argument en faveur du rôle de cette bactérie dans la pathogénie de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Alors, cette bactérie est bien sûr est caractérisée par une virulence. Cette virulence varie en fonction des souches, et cette virulence est responsable d'une altération du mucus qui intervient dans la constitution de la barrière muqueuse gastro-duodénale. Cette virulence intervient également par cytotoxicité directe dans la réaction inflammatoire et dans l'hypersécrétion acide gastrique.
sur cette diapositive, vous avez schématisé les différents mécanismes qui interviennent, ou du moins par lesquels intervient Helicobacter pylori dans la genèse de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Alors, bien entendu, comme je l'ai dit au début, la maladie ulcéreuse gastro-duodénale est multifactorielle. Nous avons vu le rôle de l'Helicobacter pylori, le rôle de la sécrétion chlorhydropeptique, mais il y a aussi d'autres facteurs qui interviennent dans la physiopathologie de cette maladie. Parmi ces autres facteurs, eh bien, vous avez la prédisposition génétique, vous avez le tabac qui est un facteur aggravant la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, le tabac qui est à l'origine d'une résistance au traitement, qui favorise les récidives et qui retarde la cicatrisation. Et puis vous avez les médicaments gastrotoxiques, naturellement, l'aspirine, les ARNS. On peut citer également les corticoïdes, notamment lorsqu'ils sont pris à forte dose. Et puis on parle aussi de facteurs psychogènes. En effet, le stress serait responsable de l'exacerbation de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Nous allons passer maintenant à l'étude clinique de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, au tableau clinique, et principalement nous allons voir les différents modes de révélation. La maladie ulcéreuse gastro-duodénale peut être totalement asymptomatique, notamment, comme vous le savez, chez le sujet âgé ou le sujet diabétique. Elle peut également se révéler par des complications dans environ 10% des cas. Donc, elle peut être révélée par des complications. Vous les connaissez, les complications, c'est la perforation, c'est l'hémorragie digestive, que ce soit une hémorragie digestive haute ou une hémorragie digestive basse, ou parfois une simple anémie fériprive, donc perforation, hémorragie digestive, sténose, notamment une sténose duodénale, et bien sûr un cancer dans le cas de l'ulcère gastrique. Il faut souligner que l'ulcère duodénal ne dégénère jamais. Donc, la troisième possibilité, le troisième mode de révélation, c'est le syndrome douloureux typique, qui est révélateur dans environ 50% des cas. Comme vous le savez déjà, ce syndrome douloureux typique est fait de douleurs épigastriques à type de crampes ou de faim douloureuse. Cette douleur épigastrique survient après le repas, c'est qu'elle est postprandiale. Elle est postprandiale généralement tardive. Quelquefois, elle peut être postprandiale précoce, c'est-à-dire 1 à 2 heures après les repas. Donc, elle est postprandiale. Elle est calmée par les repas, calmée par les alcalins, et cette douleur épigastrique est périodique, c'est-à-dire qu'elle évolue par poussées entrecoupées d'intervalles de rémission. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les poussées,
le malade souffre de cette douleur, souffre chaque jour, quotidiennement, de la même manière et à la même heure. Et donc cette période et ces poussées sont séparées par les intervalles de rémission, et pendant ces intervalles de rémission, eh bien, le patient est totalement asymptomatique. Donc, l'ulcère, la maladie ulcéreuse peut être révélée dans environ 50% des cas par un syndrome douloureux typique. Alors, à propos de ce syndrome douloureux typique, il faut savoir que souvent, la douleur ulcéreuse qui est postprandiale tardive, eh bien, elle réveille le malade en plein sommeil. Et ça, c'est très typique de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. L'ulcère gastro-duodénal peut également être révélé par un syndrome douloureux atypique, que ce soit par une dyspepsie ou quelquefois des vomissements. Mais il faut retenir la notion de périodicité et la notion de l'effet calmant des repas et des alcalins. En dehors des complications, il faut savoir que l'examen clinique est tout à fait normal. Bien sûr, en dehors des complications ou en dehors d'un cancer, dans le cas de l'ulcère gastrique. À propos des formes cliniques, il y a, si vous voulez, deux formes cliniques qu'il faut citer. C'est bien sûr le syndrome de Zollinger-Ellison et l'hyperparathyroïdie. Alors, le syndrome de Zollinger-Ellison n'est pas une maladie ulcéreuse habituelle. C'est une maladie ulcéreuse particulière qui est généralement post-bulbaire, qui est sévère, qui est multiple. On peut rencontrer une diarrhée et ce syndrome est dû en fait à une tumeur endocrine à gastrine pancréatico-duodénale. Alors le diagnostic positif est basé sur l'hypergastrinémie basale, sur la positivité du test à la sécrétine et bien sûr sur la TDM et l'écho-endoscopie digestive. Deuxième forme clinique, il faut citer l'hyperparathyroïdie. L'hyperparathyroïdie par l'hypersécrétion calcique stimule la sécrétion d'acide chlorhydrique, et cette stimulation permanente de l'acide chlorhydrique peut déclencher de véritables ulcères. Bien sûr, le diagnostic repose sur le bilan phosphocalcique et sur le dosage de la PTH. Alors, le diagnostic positif. Comment faire, comment affirmer le diagnostic de maladie ulcéreuse gastro-duodénale? Vous le savez déjà à l'interrogatoire, on peut évoquer, surtout dans les formes typiques, on peut en interrogatoire évoquer le diagnostic de maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Mais il faut évidemment confirmer le diagnostic et puis il faut dire si c'est un ulcère duodénal ou un ulcère gastrique, parce que la prise en charge et la surveillance n'est pas du tout la même. N'oubliez pas que
l'ulcère gastrique peut dégénérer. Ça, d'une part. D'autre part, il existe une forme anatomoclinique du cancer de l'estomac qui est le cancer ulcériforme. Cancer ulcériforme. Et cette forme anatomoclinique de cancer de l'estomac, qui est le cancer ulcériforme, peut se présenter sur le plan clinique exactement comme une maladie ulcéreuse bénigne. Sur le plan de l'endoscopie, elle peut également quelquefois se présenter comme un ulcère bénin. D'où la règle, c'est que tout ulcère gastrique est suspect de malignité jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, c'est l'histologie qui la donne. Pour le diagnostic positif, eh bien, l'examen, le seul d'ailleurs, c'est l'endoscopie œsogastro-duodénale. C'est donc l'examen de première intention pour affirmer ou infirmer la présence d'un ulcère gastro-duodénal. Comme vous le savez, c'est un examen qui est rapide, qui est bien toléré, qui est sans danger. Et évidemment, sa rentabilité est nettement supérieure à celle de la radiologie. D'ailleurs, actuellement, on ne pratique plus d'examen radiologique pour poser le diagnostic d'ulcère gastro-duodénal. L'endoscopie œsogastro-duodénale, elle permet de voir la lésion, elle permet de la caractériser et elle permet de faire des biopsies. D'abord, les biopsies gastriques, en cas d'ulcère gastrique, et elle permet également de faire des biopsies aussi bien dans l'ulcère gastrique que dans l'ulcère duodénal, à la recherche d'Helicobacter pylori. Alors, pour ce qui est des éléments du diagnostic positif, dans l'ulcère duodénal, donc c'est une perte de substance qui est plus ou moins profonde, qui est d'un blanc jaunâtre. Cette perte de substance siège généralement sur la face antérieure du bulbe. Elle peut siéger également au niveau de la face postérieure. L'ulcère duodénal, comme vous le savez, peut avoir plusieurs aspects endoscopiques. Il y a l'ulcère rond qui représente 70%, l'ulcère irrégulier qui occupe 20% des cas, l'ulcère linéaire et l'ulcère en salami. Alors, sachez que l'endoscopie permet, comme je l'ai déjà dit, permet de faire le diagnostic, mais dans le cas de l'ulcère duodénal, le contrôle endoscopique n'est pas indiqué, parce qu'il n'y a pas de risque de cancérisation. Pour ce qui est de l'ulcère gastrique, donc il présente les caractères suivants. La perte de substance est une perte de substance qui est régulière, qui peut être rond ou ovale. Son fond est blanchâtre, les bords sont réguliers, les plis sont convergents et réguliers, convergents vers le cratère ulcéreux,
et la muqueuse avoisinante est souple. Ceci, bien sûr, dans le cas de l'ulcère bénin. Mais par opposition à l'ulcère malin, qui est irrégulier, les bords sont également irréguliers, à fond modulaire, les plis sont épaissis et leur orientation est anarchique, et la muqueuse avoisinante est infiltrée et dure. Alors, devant toute ulcère gastrique, je le répète, et vous le savez déjà, nous l'avons déjà vu, il faut pratiquer des prélèvements biopsiques pour l'étude histopathologique. Ces prélèvements biopsiques doivent être en nombre suffisant, c'est-à-dire au moins 10 à 12 prélèvements biopsiques, et ils doivent intéresser les 4 cadrans de la perte de substance. Alors voici quelques aspects endoscopiques de l'ulcère. Vous avez à ma gauche, vous avez l'ulcère gastrique. Vous voyez deux pertes de l'ulcère gastrique, donc c'est une perte de substance qui est plus ou moins ronde, de taille variable, à fond blanchâtre, et à ma droite vous avez quelques aspects d'ulcère, quelques aspects endoscopiques d'ulcère duodénal, notamment des gros plis duodénaux avec des pertes de substance. Alors, quels sont les messages importants à retenir? Je l'ai déjà dit, tout ulcère gastrique est suspect. Pour nous, tout ulcère gastrique est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire ne peut être histologique. Donc, devant tout ulcère gastrique, il faut pratiquer des biopsies selon la technique que nous venons de décrire. Donc, il faut toujours réaliser des biopsies multiples au niveau des berges et au niveau de la muqueuse jouxtant la perte de substance. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'un cancer gastrique peut temporairement cicatriser. C'est pour ça que dans la surveillance de l'ulcère gastrique, il faut pratiquer des biopsies, même si l'ulcère a cicatrisé. Troisième message important, il faut toujours recontrôler un ulcère gastrique après traitement. En effet, les biopsies peuvent être faussement négatives s'il y a beaucoup d'inflammation. Donc, après traitement, il faut toujours faire un contrôle endoscopique dans le cas de l'ulcère gastrique. Comme je l'ai déjà dit, il n'est pas nécessaire de biopsier un ulcère duodénal, et il n'est pas, sauf cas particulier, il n'est pas nécessaire de faire un contrôle endoscopique de l'ulcère duodénal, sauf si l'évolution est défavorable, car l'ulcère duodénal ne cancérise jamais. Toujours dans le cadre du diagnostic positif, là, il ne faut pas oublier que il y a le rôle de l'infection à Helicobacter pylori. Et devant tout ulcère gastro-duodénal, il faut arriver à identifier le statut HP
HP pour Helicobacter pylori. Donc le statut, donc il faut rechercher la présence d'Helicobacter pylori. Il existe, on l'a déjà vu, il existe deux types d'examens pour mettre en évidence Helicobacter pylori. Il y a les tests invasifs et les tests non invasifs. Les tests invasifs, c'est-à-dire sont les tests qu'on réalise par le biais des prélèvements histologiques, donc qui nécessitent un examen anatomopathologique, donc qui nécessitent des biopsies au cours de l'endoscopie haute. Alors, il faut effectuer généralement 2 prélèvements biopsiques au niveau de la région antrale et 2 prélèvements au niveau 2 à 3 prélèvements au niveau du fundus. Donc, il y a l'examen anatomopathologique qui permet de reconnaître cette bactérie spiralée qui est Helicobacter pylori. Donc c'est très facile à reconnaître. Toujours dans les tests invasifs, il y a ce qu'on appelle le test rapide à l'uréase, donc qui fait appel à l'activité uréasique d'Helicobacter pylori. Ce test rapide à l'uréase est basé sur le virage d'un indicateur de pH du jaune au rouge. Les tests invasifs, dans les tests invasifs, il y a aussi la culture des prélèvements anatomopathologiques, donc la culture avec antibiogramme. Ceci, lorsqu'il y a une résistance, eh bien, on peut être amené à étudier la sensibilité de la souche bactérienne pour adapter le traitement. Et puis il y a la PCR dans certains cas. Mais en fait, c'est surtout, dans la majorité des cas, c'est l'examen anatomopathologique, quelquefois le test rapide à l'uréase. Parmi les tests non invasifs, nous avons la sérologie, c'est-à-dire la recherche des anticorps anti-HP, mais qui est surtout indiquée dans les études épidémiologiques. Il y a le test respiratoire à l'urée marqué au carbone 13. Ce test respiratoire est utilisé il est indiqué pour le contrôle de l'éradication. Et comme test non invasif, nous avons la recherche d'Helicobacter pylori dans les selles. Alors évidemment, on peut être amené à évoquer un diagnostic différentiel, notamment face à une douleur épigastrique, on peut être amené à évoquer le diagnostic d'un cancer de l'estomac, d'un cancer du pancréas, d'une colique hépatique, d'un membre abdominal, une douleur pancréatique, notamment liée à la pancréatite chronique, quelquefois une dyspepsie. Mais le problème du diagnostic est généralement aisément réglé par la fibroscopie œsogastrodénale. Nous allons passer maintenant au traitement médical de la maladie ulcéreuse gastrodénale. Quel est le but de ce traitement? Bien, le but du traitement médical, c'est d'obtenir la cicatrisation de l'ulcère. Nous avons dit que l'ulcère est une perte de substance. Donc, le but du traitement, c'est d'obtenir la cicatrisation de cette perte de substance. Éradiquer la bactérie. Parce que tant que la bactérie, qui est Helicobacter pylori, tant qu'elle n'est pas éradiquée, le risque de récidive est
considérable. Toujours dans le but du traitement médical, c'est bien sûr la prévention des rechutes, parce que l'une des caractéristiques de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, c'est cette tendance aux rechutes. Et bien entendu, comme but du traitement médical, c'est la prévention des complications, parce que la maladie peut se révéler par des complications, et ces complications peuvent survenir au cours de l'évolution de cette maladie. Il faut faire attention parce que certaines complications peuvent être graves au point de mettre le pronostic vital du malade en jeu, notamment si la prise en charge n'est pas adéquate et n'est pas rapide. C'est le cas de l'hémorragie digestive ou bien de la perforation aiguë. Parmi les armes thérapeutiques, si vous voulez, eh bien, il y a d'abord, en plus du traitement médicamenteux à proprement parler, eh bien, vous avez les règles hygiéno-diététiques qui ont une place importante dans le traitement de l'ulcère gastro-duodénal. Ces règles hygiéno-diététiques sont simples, mais il faut expliquer aux malades l'intérêt ou l'importance de respecter ces règles hygiéno-diététiques, parce que si ces règles hygiéno-diététiques ne sont pas observées, ne sont pas respectées, bien non seulement il y a risque d'échec du traitement médical, donc il y a un risque de résistance, mais il y a aussi risque d'aggravation de la maladie et notamment risque de survenue de complications. Donc, parmi ces règles hygiéno-diététiques, il y a bien sûr en première position l'arrêt du tabac. En effet, vous le savez, le tabac aggrave la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Le tabac est une cause d'échec du traitement médical. Il faut l'expliquer au malade parce que le malade, parfois, il peut se dire que parce qu'il prend un traitement, bien, il est à l'abri de complications. Eh bien, c'est faux. Le tabac est une cause d'échec du traitement. Il faut également éviter, dans la mesure du possible, les AINS ou l'aspirine. Il n'y a pas de régime alimentaire particulier. Un malade qui a une maladie ulcéreuse gastro-duodénale peut manger ce qu'il a envie de manger. Alors, le traitement médical, le traitement médical est basé sur deux types de médicaments. Vous avez les inhibiteurs de la pompe à protons et les antibiotiques. N'oubliez pas que dans la pathogénie, nous avons dit que il faut qu'il y ait une sécrétion d'ion H+, donc il faut inhiber cette sécrétion chlorhydropeptique, et il y a une bactérie à éradiquer. Donc il faut des antibiotiques. Et toutes les études ont montré qu'il faut deux antibiotiques, il faut associer deux antibiotiques. Donc le traitement médical est en réalité une trithérapie. Un inhibiteur de la pompe à protons associé à deux antibiotiques. Ça, c'est le traitement médical. Quelquefois, en face de certaines complications, on peut être amené à indiquer un traitement endoscopique, notamment dans un but d'hémostase, en cas d'hémorragie digestive haute, ou des dilatations en cas de sténose. Le traitement chirurgical, bien sûr, s'adresse à certaines complications.
Alors, pour ce qui est des IPP, je vous cite les principaux IPP qui sont utilisés dans le traitement de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Vous avez l'oméprazole que tout le monde connaît, le pantoprazole et le lansoprazole. Généralement, on utilise l'oméprazole. Parmi les antibiotiques, il y en a 3 antibiotiques qui sont validés pour le traitement médical de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Vous avez premièrement l'amoxicilline, deuxièmement la clarithromycine et troisièmement les imidazolines. Alors, quelles sont les indications thérapeutiques? D'abord, voyons la situation de l'ulcère duodénal non compliqué. D'abord, un traitement de première ligne. Nous avons dit qu'il s'agit d'une trithérapie. En quoi cela consiste? La trithérapie comprend un IPP à double dose, généralement l'oméprazole à double dose, c'est-à-dire une dose unitaire, entre parenthèses, 20 mg le matin et une dose unitaire, c'est-à-dire 20 mg le soir. Les IPP, il faut les prendre une demi-heure avant le petit déjeuner, et pour le soir, eh bien, il faut les prendre là aussi une demi-heure avant le dîner. Alors, trithérapie, vous avez un inhibiteur de la pompe à protons, plus un antibiotique, plus 2 antibiotiques, à savoir la clarithromycine, 500 mg 2 fois par jour, c'est 500 mg le matin et 500 mg le soir, plus l'amoxicilline, 1 g 2 fois par jour, 1 g le matin et 1 g le soir. Alors, la durée du traitement, actuellement, le schéma qui est suivi est de 14 jours. C'est le traitement optimal. Donc, la durée est de 14 jours. Avec ce traitement de première ligne, le taux de cicatrisation obtenu varie entre 64% et 87%. Je le répète, dans l'ulcère duodénal, il n'y a pas nécessité de pratiquer des biopsies. En cas d'échec d'éradication, avec le traitement de première ligne, eh bien, il faut passer à un traitement de deuxième ligne, et la clarithromycine est remplacée par le métronidazole. C'est-à-dire la trithérapie comprend un IPP, l'amoxicilline et le métronidazole. Alors, pour le métronidazole, on augmente la posologie à 1,5 g par jour. Et bien entendu, la durée du traitement est de 14 jours. En cas de nécessité de traitement de troisième ligne, c'est-à-dire que lorsqu'il y a échec d'éradication d'Helicobacter pylori, un traitement de troisième ligne est indiqué. Ce traitement de troisième ligne comprend une trithérapie avec d'autres antibiotiques, et le choix des antibiotiques repose sur un antibiogramme. Alors, quand est-ce qu'il faut réaliser ou rechercher l'éradication d'Helicobacter pylori? Bien, l'éradication d'Helicobacter pylori doit être recherchée lorsque le malade
à présenter des complications, ou bien lorsque c'est une maladie ulcéreuse qui récidive fréquemment, ou bien lorsque le patient est un sujet à risque, c'est-à-dire lorsqu'il présente des comorbidités, lorsqu'il est âgé, ou bien lorsque c'est un patient qui, pour d'autres pathologies, est amené à consommer des médicaments gastrotoxiques, notamment de l'aspirine ou des AINS. Alors, en cas de résistance au traitement, c'est-à-dire en cas d'échec à l'éradication des Helicobacter pylori, parce que j'insiste sur le fait qu'il est capital d'obtenir une éradication d'Helicobacter pylori. Donc, lorsqu'il y a échec, lorsqu'il y a résistance au traitement, eh bien, il faut rechercher une non-observance au traitement, rechercher une persistance du tabagisme, donc une persistance de l'infection à Helicobacter pylori, la prise d'AINS, ou bien sûr, un ulcère duodénal à HP négatif, c'est-à-dire qui n'est pas lié à Helicobacter pylori ni aux AINS. Alors, dans l'ulcère, quelles sont les indications thérapeutiques dans l'ulcère gastro-duodénal non compliqué? Alors, là aussi, il faut une trithérapie pendant 14 jours et continuer le traitement par un IPP à simple dose pendant 3 à 5 semaines. La recherche d'Helicobacter pylori est recommandée. Je vous précise que la recherche d'Helicobacter pylori doit se faire au moins 4 semaines après la fin du traitement et au moins 2 semaines après la prise d'inhibiteurs de la pompe à proton. Alors, dans le cas de l'ulcère gastrique, et contrairement à l'ulcère duodénal, le contrôle ou la fibroscopie œsogastro-duodénale de contrôle est obligatoire et elle a lieu 6 à 8 semaines après le début du traitement. Alors, évidemment, on pratique des biopsies même si la lésion a cicatrisé. Donc, même si la lésion a cicatrisé, on va effectuer des prélèvements au niveau de la zone cicatricielle. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des faux négatifs. Et on contrôle également l'éradication d'Helicobacter pylori. Évidemment, il faut noter que si il y a échec de 2 cures de traitement médical dans l'ulcère gastrique, eh bien c'est une indication au traitement chirurgical. Alors, donc je vous remercie pour votre attention. Pour ce qui est des complications de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale et leur traitement, ainsi que le traitement chirurgical, eh bien, ces 2 conférences seront traitées à part. Alors, si vous avez besoin de certaines, si vous avez des questions à poser, si vous avez besoin de certaines clarifications, je vous donne mon adresse mail et vous pouvez me contacter à cette adresse. Alors vous pouvez noter, alors c'est Hamza, Hamza, Hamza,
Hamza, H-A-M-Z-A, point, donc Hamza, point, Bouasria, B-O-U-A-S-R-I-A, Bouasria, point, E-H-U, arrobase, gmail.com. Merci.